Bonjour, bienvenue dans le studio des experts. Alors pendant près d'une heure, on va parler de l'actualité de la semaine écoulée au menu de ce numéro, de l'institutionnel, de la culture, beaucoup de culture, et de la préca-insécurité, un nouveau néologisme, chez les toxicos et les prostituées. Pour en parler, deux personnalités politiques versées dans le culturel, et évidemment nos experts journalistes non politiques, Marianne Sluisny, romancière, et Karim Fadoul, journaliste RTBF du bureau de Bruxelles. Bienvenue à tous les deux. Bonjour. L'événement de la semaine, c'était la fête du 27 septembre, en tout cas pour certains, une fête discrète, mais qui cette fois a permis de rappeler qu'il fallait simplifier notre lasagne institutionnelle une fois de plus. C'est un élément fort du discours du ministre-président Pierre-Yves Géolet. À quelques mois des prochaines élections, à l'heure où les programmes se travaillent au sein des partis, où l'on réfléchit déjà au contenu des prochaines déclarations de politique régionale et communautaire, qu'il me soit permis à nouveau d'affirmer que notre espace intra-francophone doit être réformé et simplifié, car son manque d'efficience peut nuire à la qualité des politiques que nous pouvons mettre en œuvre et donc nuire à l'adhésion démocratique. Il ne s'agit pas d'appeler à une énième grande réforme de l'État dont la population ne veut pas. Il ne s'agit pas d'appeler à supprimer des institutions pour au final en créer de nouvelles. Il s'agit de mieux s'organiser au départ de ce qui existe. Ça, c'était donc mercredi, le 27 septembre. Et le lendemain matin, dans Bonjour Bruxelles, le ministre du Budget du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Frédéric Dardenne, confirmait que les partis de la majorité étaient parvenus à un grand accord sur cette simplification. L'axe principal, ça doit être comment peut-on gérer au mieux les compétences qui sont aujourd'hui celles de la Fédération Wallonie-Bruxelles et celles des régions d'ailleurs aussi. Ouais. Et je crois que ça doit être l'élément essentiel, c'est comment les gérer au mieux. Les gérer au mieux, c'est aussi les gérer au mieux d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue de proximité avec les besoins des citoyens. C'est un débat qui va venir sur la table des parlements, et notamment du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je crois que c'est un élément important. Je crois qu'il faut que ce soit un débat initié par les présidents de partis de la majorité, mais qui doit s'étendre évidemment aux autres. Donc voilà le schéma de cette discussion institutionnelle qui a eu lieu, qui va encore avoir lieu d'ici les élections. Karim Fadoul, comment vous décryptez tout ça, cette simplification annoncée ? Le fait que ça vienne de M. Géolet, ce n'est pas surprenant. Je rappelle quand même qu'en 2015, il avait dit, à ce moment-là, il n'était pas dans la majorité, il avait expliqué qu'il souhaitait la suppression pure et simple de la communauté française, de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, il en est aujourd'hui le président, ministre-président, ce qui peut paraître un peu paradoxal. Mais bon, il vient ici avec une proposition qui semble être en discussion, qui est de simplifier, de rationaliser. Parce qu'on sait très bien que c'est très compliqué aussi pour les citoyens de comprendre comment tout cela s'articule. Parce que la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce que ça veut dire, ce sont les citoyens. Ça concerne les citoyens de la Wallonie et les citoyens de Bruxelles. Mais tout ce qu'ils ont en commun. Finalement. Tout ce qu'ils ont en commun par rapport à ce qu'on dit toujours, enfin ce qu'on qualifie de matière personnalisable, la santé, l'enseignement, la culture, etc. Mais effectivement, on a des entités qui sont totalement distinctes, avec à Bruxelles la COCOF. Bref, c'est parfois assez incompréhensible. Donc, comment faire en sorte que tout cela soit simplifié, rationalisé pour plus d'efficacité ? Ça, on verra ce que vont donner les débats. Marianne Sluisny, cette Fédération Wallonie-Bruxelles, elle a déjà souvent changé de nom. Hein. Ce n'est pas la première fois qu'on parle d'une simplification. Et c'est vrai que je crois que moi j'entends ça depuis les années 90, au temps de la communauté française. Il y a trop de niveaux pouvoir en Belgique, donc la communauté française pourrait passer au bleu, à la trappe. Il y a la dette de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a des conflits de compétences, il y a ceci, il y a cela. Je suis un peu étonnée de la vitesse finalement du relais entre M. Géolet, M. Dardenne et aussi les trois présidents de parti. Donc tout le monde tout d'un coup est d'accord pour simplifier. Petite question, je me demande, est-ce que cette décision plaît aux Flamands ? Ça, c'est une question que je me pose. Ça ne les concerne pas. Ça ne les concerne pas, mais enfin, on sait quand même dans leur modèle à eux, et on peut dire que la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est peut-être pas leur tasse de thé non plus. Et l'autre question que je me pose, c'est est-ce que les gens y comprennent encore quelque chose ? Et je parle juste
de choses comme ça, très immédiates de vocabulaire. On a entendu parler tellement de décumul et contre les cumuls des fonctions, le décumul pour alléger les salaires qui semblaient excessifs et un peu excessifs. Et maintenant, on parle de double casquette. Il faut comprendre qu'une double casquette, c'est une personne qui occupe 2 fonctions pour un salaire. Est-ce que les gens comprennent encore quelque chose? Ça veut dire moins de monde aussi. On va voir ce qu'en pensent nos 2 invités politiques. On va les accueillir. Tous les 2 sont députés avec une compétence culturelle appuyée. L'une fut ministre de la Culture pendant 10 ans, l'autre suit ces dossiers-là pour son parti. L'une et l'autre sont dans la majorité partout, région et fédération Wallonie-Bruxelles en tout cas. L'une est juriste de formation et anderlechtoise, l'autre est scénographe de formation et il s'éloigne pour l'instant qu'ils entrent. Et on accueille donc Mathéos Segers, député bruxellois, écolo et chef de groupe écolo au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et Fadila Lalanne, députée bruxelloise PS, Parlement bruxellois, mais aussi présente au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc on a quand même 2 personnes là qui vont pouvoir nous dire un peu ce qui va se passer demain. Alors tout d'abord, Mathéos Segers, je commence avec vous. Est-ce qu'il y a un accord entre les 3 partis de la majorité sur cette simplification? Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y a un accord? Il y a en tout cas des discussions. Il y a effectivement... Donc il n'y a pas d'accord alors? Mais il y a des discussions, c'est-à-dire que vous avez entendu les uns et les autres, les présidents de partis se sont exprimés. Il s'agit de 3 partis qui discutent, en fait, comme on discute sur d'autres projets d'ailleurs, propositions de loi, etc. Il y a effectivement une convergence de points de vue pour arriver à une réforme à moyen terme et une volonté d'écrire un chemin. Oui. Fadila Lalanne, pourquoi tout d'un coup on parle de cela alors qu'apparemment c'est quand même quelque chose qui est dans l'air depuis pas mal de temps, en tout cas chez Écolo et au PS aussi. Plus récemment on a commencé à parler de ça, au maire c'était moins le cas. Pourquoi cette actualité aujourd'hui? Je pense que c'est un débat qui existe depuis longtemps en fait et je crois que c'est important que les partis puissent réfléchir à la simplification de nos institutions. On sait que c'est très compliqué, que les gens ne s'en sortent pas toujours. Donc je trouve que ce qui est positif, c'est qu'il y a une discussion qui est ouverte. Alors maintenant, elle n'est pas terminée, donc il va falloir aller plus loin, voir comment est-ce que les choses peuvent se passer. Mais je trouve que c'est déjà un point de départ et donc il faut, je pense, plutôt saluer le geste plutôt que de le mettre en questionnement. Ok. Eh bien, essayons de voir un petit peu de quoi on parle. Mathéos Segers, on dit que c'est plutôt pas la culture et l'enseignement qui seraient concernés par cette simplification, mais ça concernerait, par exemple, la petite enfance, ça concernerait la promotion de la santé, ce genre de dossier-là. Est-ce que c'est votre point de vue aussi? Il faut garder la culture au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le reste peut aller vers les régions? Je dirais que précisément, ce dont on a besoin, c'est une renaissance en fait, de la Fédération Wallonie-Bruxelles autour de ses compétences socles, que sont la culture, l'enseignement, la jeunesse et les médias. Et donc à partir de là, c'est en fait ce qui nous allie, ce qui fait que les francophones de ce pays sont proches l'un de l'autre. C'est pour ça qu'on se débarrasse du reste. On ne se débarrasse pas du reste. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas des compétences qui sont plus de l'ordre de la qualité des régions? Vous avez parlé de l'enfance. Oui. Eh bien, la création de crèches, par exemple, c'est à la fois en Fédération Wallonie-Bruxelles sur les compétences de l'ONE, mais c'est aussi en fonction de construction de bâtiments, de crèches, qui sont en région. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une opportunité de réfléchir à ce que les institutions soient au service des citoyens, dans une logique pour les citoyens? Et par exemple, si on veut assurer une bonne couverture de crèches, se dire que ces parties-là des compétences vont vers les régions. D'accord, mais si c'est assez logique que la construction de crèches aille avec la subsidiation des crèches, mais est-ce que c'est logique d'avoir une ONE bruxelloise et une ONE wallonne qui peut-être ne feront pas la même chose? Je pense que ce qui est logique, c'est qu'au niveau de la région bruxelloise et de la région wallonne, il y ait des réflexions autour de thématiques qui se croisent. C'est exactement la même chose pour la formation, par exemple. Tous les projets de formation, l'emploi doit pouvoir aussi appartenir aux régions. Et donc on consolide d'un côté les matières personnalisables, ce qui fait qu'on est ensemble, et on consolide de l'autre les matières qui ont un lien aussi avec l'action territoriale, avec ce qui se passe sur le territoire, et on se dit, on simplifie et on est au service des citoyens. Quand j'entends ça, Fadila Lalanne, ça a l'air très simple. Hein. On met d'un côté l'éducation, la culture, les médias, la jeunesse. D'accord. Alors dites-nous, quel est votre avis là-dessus? Sur les matières socles, je partage évidemment, moi j'ai toujours défendu, moi je suis une communautariste dans l'âme, donc même si j'ai été ministre dans un gouvernement régional, pour moi c'est important que la Fédération Wallonie-Bruxelles continue de rayonner parce que je pense que le lien
entre Bruxelles et Wallonie est important. Et c'est vrai que c'est autour de la langue. Et la langue, la culture, l'enseignement, ce sont vraiment des, je dirais, des domaines. On est d'accord. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir vers qui on transfère et qu'est-ce qu'on transfère. Parce que je ne veux pas aller dire il faudrait transférer telle compétence et pas telle autre. On est encore loin, je pense. C'est trop tôt. Oui. Parce qu'en fait, la question principale qui se pose, pour les régions notamment, c'est de dire, mais on transfère quoi? Les compétences, mais avec le déficit qui existe budgétairement autour de ces compétences. Et donc, il faut faire très attention. Donc, je veux dire, on est dans une réflexion, et c'est très bien que les 3 présidents de partis se voient, analysent les choses et réfléchissent, mais il va falloir maintenant rentrer dans les détails et voir comment est-ce que les régions peuvent accueillir en fait ces compétences. Justement, alors Bruxelles, si on prend cet exemple-là, si on dit qu'il y a des choses qui doivent revenir à ce qu'on appelle la COCOF, comment on va financer ça, puisque la COCOF ne peut pas taxer. Justement. Alors justement, la question... Je crois qu'à Bruxelles, ce qui ne sera pas acceptable, c'est qu'on transfère des compétences sans les moyens suffisants pour les exercer. Parce que si le but, c'est de transférer avec des déficits, alors qu'on sait que déjà la région bruxelloise est dans une situation, je dirais, budgétaire qui est complexe, et on sait que toutes les entités le sont. Donc, c'est là, en fait, qu'on va devoir, en fait, aller creuser et voir un peu plus loin. Donc, mais donc voilà. Qui paye? Parce qu'au niveau de la fédération, il y a aussi des problèmes. Aujourd'hui, personne ne dit. Donc, les présidents disent on doit réfléchir aux compétences qu'on garde à la fédération à Bruxelles, et c'est important, et celles qu'on va transférer. Mais c'est justement sur ce qu'on va transférer, c'est avec quels moyens. Est-ce que c'est dans le but, en fait, de récupérer le déficit de ces compétences. Et donc, c'est ça que je voudrais vraiment être avoir la réponse plus clair. Oui, avoir une réponse, parce que je pense que c'est important pour les gouvernements réceptacles, quels qu'ils soient, que ce soit la région, la COCOF ou la COCOM, enfin, tout ce que vous voulez. Est-ce que Matteo Zegers a une piste de réponse là-dessus? Est-ce que on a déjà pensé chez Écolo, par exemple, d'où viendrait l'argent pour que la COCOF puisse s'occuper, par exemple, des crèches? Nous ne partageons pas à ce style le point de vue qu'il faut faire glisser vers la COCOF. Nous pensons que la région est le meilleur espace pour le faire. Ça veut dire aussi un débat avec nos amis flamands, des échanges avec eux. Nous pensons que c'est possible. C'est une piste qui est possible. La région a une capacité les Flamands fiscale. de faire payer les Flamands et les francophones de la région finalement des thèmes, des thématiques qui sont uniquement francophones. Alors je ne pense pas qu'aujourd'hui on pensait autant mettre une frontière en fait. Si vous parlez par exemple de la question de la formation, de la question de l'enfance, la question des maisons de justice, toutes ces questions-là concernent des francophones et des flamands à Bruxelles. Mais on sait que par exemple en matière de justice, les flamands sont plutôt pour une régionalisation de la justice. Donc, est-ce qu'on ne met pas aussi le pied dans un risque de revoir toutes les institutions au niveau belge? Je crois qu'on a ce genre de discussion. Pouvoir faire l'effort de discuter avec nos amis flamands des réalités intra-francophones. Si on ne le fait pas, on continue dans des murs. Nous sommes, comme écologistes, avec une volonté de défaire ces murs. Et j'insiste sur un point. Toutes les matières personnalisables qui sont transférées doivent pouvoir être financées au moins à hauteur de ce qu'elles sont aujourd'hui. Okay, donc ça c'est très clair. Vous êtes sur la même ligne. On ne va pas brader, on va consolider. Très bien. Est-ce que vous êtes, Matteo Zegers, est-ce que vous êtes déjà mis d'accord entre Groen et Écolo là-dessus? Est-ce que vous avez une position commune sur comment s'arranger au niveau de Bruxelles, par exemple? Ça, c'est très concret. Chez Groen et Écolo, il n'y a aucun souci sur ces questions institutionnelles. On peaufine parfois des petites choses. Quand on parle par exemple des zones de police ou quand on parle de petits éléments, l'ouverture des communes, etc. Tout ça, il y a des petites choses sur lesquelles on discute, mais sur ces questions-là, on est tout à fait raccord. Il faut un peu aussi les entendre sur comment est-ce qu'ils voient la VGC, etc. Il y a en fait une vision aussi de permettre aussi aux Bruxellois et aux Wallons de prendre en main leurs propres compétences aussi. Il n'y a pas une feuille de papier entre Groen et Écolo sur le transfert de compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles à la région, comme vous le dites? En tout cas, quand on va vers nos amis francophones, on sait très bien ce que nos amis flamands, avec qui on siège pratiquement ensemble, on a discuté. Et donc, oui, en fait, on est pratiquement raccord, oui. Karim Fadou. Deux idées qui ont déjà circulé, c'est pas un secret. On a évoqué tout à l'heure la suppression pure et simple de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et comme ça on simplifie et on transfère aux régions. Et donc, qui dit transfert aux régions, on dit aussi, si on ne supprime pas la Fédération Wallonie-Bruxelles, est-ce qu'on pourrait imaginer, mais ça me semble quand même assez utopique, transférer uniquement la compétence enseignement, parce que certains ont déjà demandé de régionaliser la compétence enseignement, sachant que l'enseignement, c'est quand même le poste budgétaire le plus important en Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais non, et vraiment, je veux dire, même dans mon parti, qui est un parti plutôt avec des tendances régionalistes assez fortes,
dans le dernier congrès qu'ils ont organisé au niveau wallon sur la régionalisation, eh bien, ils ne sont plus allés jusque-là. Alors, c'est sûr qu'il y a des tendances. Hein. Oui. Et je Mais pense que ce serait une catastrophe. Moi, je pense que si vous transférez la culture et l'enseignement aux régions, ce serait une catastrophe. Parce que vous allez vraiment créer, en fait, une disparité terrible dans des secteurs qui sont tellement importants. Alors, vous l'avez dit aussi, pour l'enseignement, c'est le premier budget, c'est le budget le plus important de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais c'est vraiment le socle commun entre Wallonie-Bruxelles. Et donc, je pense que... ça veut dire dans quel sens? Ça veut dire que vous allez créer deux systèmes éducatifs différents sur... vous en êtes sûr de ça? Écoutez, allez, je vais vous donner l'exemple des allocations familiales. Effectivement, là maintenant c'est régionalisé. On a régionalisé, et vous avez en fait des dispositifs qui sont différents d'une région à l'autre. Je veux dire, alors je ne veux pas critiquer, je trouve que le nôtre, c'est le sens de la régionalisation, le plus exemplaire et le meilleur pour les familles, mais voilà, mais je pense que du coup, il y a un danger, donc moi je suis vraiment pas pour ce type de... Il n'y a pas un procès d'intention justement? Absolument pas. Que... Absolument pas. Je voudrais avoir la réaction aussi de Mathéo Segers là-dessus. On est totalement raccord, et c'est ça qui est important, c'est qu'à un moment donné, les politiques puissent se dire, est-ce que dans la société, des gens veulent une régionalisation de l'enseignement? Ce que les gens veulent, c'est de l'enseignement de qualité le plus fort possible, une culture qui est présente et qui est ascendante, qui est proche d'eux. Eh bien ça, en fait, c'est entre Wallons et Bruxellois qu'on peut aussi... Donc ça, vous voulez conserver tous les deux, en tout cas, c'est clair. Et je vous remercie, parce que grâce à vous, on peut passer à notre deuxième thème, parce qu'on va parler de culture avec vous. Et justement, vous dites que la culture, il faut la laisser au niveau Fédération Wallonie-Bruxelles, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même aussi une culture bruxelloise? Moi, quand je vois des spectacles à Bruxelles, c'est pas toujours le même genre de spectacle que je vais voir à Charleroi ou à Liège. Mathéo Segers, est-ce que vous constatez ça aussi? Il y a certainement une culture bruxelloise, comme il y a une culture liégeoise, comme il y a une culture anversoise. Oui. Elle est composée vraiment de plein de choses, de la diversité. J'ai amené ici un petit truc. Il paraît que vous amenez toujours quelque chose avec vous, et qu'au Parlement, vous amenez toujours un petit objet avec vous. Aujourd'hui, c'est quoi? Eh bien, c'est quoi? Vous savez ce que c'est? C'est un des premiers carnets de croquis de la Zineke Parade 2000. Ah oui. Il y a 25 ans. Bon, il se trouve que la personne à l'époque qui a dessiné était un petit peu moins douée qu'aujourd'hui. C'était qui? Il est pas loin, il est très proche de vous. Je vois. Mais donc, quand on a travaillé là-dessus, en 2000... C'est par humilité que vous ne voulez pas dire que c'est vous. Non, mais c'est par blague. Bon. Et donc, quand on a travaillé là-dessus, sur quoi est-ce qu'on travaillait? Sur quoi on travaillait quand on travaillait sur la Zineke Parade? Sur nos racines communes. Sur comment est-ce qu'on peut faire culture commune, sur comment est-ce qu'on peut rassembler des personnes qui viennent de communautés différentes, de personnes qui ont des disciplines différentes. Ça, la Zineke Parade, c'est vraiment l'exemple du fait qu'il existe un bouillonnement culturel à Bruxelles qu'il faut pouvoir reconnaître et respecter. Et donc oui, il y a une trajectoire culturelle qu'on doit également construire à Bruxelles. Et la Zineke en est un exemple historique et qui perdure. Alors, Fadila Lalanne, vous êtes occupé de la culture à la Fédération Wallonie-Bruxelles pendant 10 ans, et vous êtes aussi un peu occupé de culture à Bruxelles quand vous étiez au gouvernement régional. Alors, où situez-vous la culture bruxelloise dans cet ensemble? C'est une culture qui est vraiment très importante à Bruxelles, dans le sens où en fait Bruxelles c'est d'abord la deuxième capitale la plus cosmopolite dans le monde après Dubaï, qu'on a une multiplication des nationalités qui existent sur le terrain, on y parle toutes les langues. Il y a même des Wallons à Bruxelles. Il y a de tout, et c'est ça qui est merveilleux. Et donc il y a une culture bruxelloise, c'est vrai. Mon collègue Mathéo a parlé de la Zineke, mais il n'y a pas que ça en fait. Je veux dire, il y a un bouillonnement, mais dans plein de secteurs, que ce soit le secteur du street art, le secteur du café-théâtre, dans la musique, le hip-hop. On a des chanteurs qui rayonnent dans le monde entier. Je pense à Angèle, à Damso, à Stromae, etc. Et donc, c'est vrai que Bruxelles a cette culture qui est vraiment diverse. Mais au fond, en fait, la culture, c'est quelque chose qui se transcende et heureusement qu'elle sort des frontières. Et donc, pour moi, la culture, elle peut pas être enfermée dans il y a une culture bruxelloise, une culture wallonne, une culture... Non, je pense que la culture, c'est tellement quelque chose qui doit se transmettre, se partager, que finalement, ce qui est magnifique, c'est de pouvoir dire qu'elle sort de ses frontières et qu'elle ne reste pas spécialement et spécifiquement à Bruxelles et qu'elle rayonne partout. À vous entendre, il faudrait peut-être la mettre comme compétence européenne, comme ça sera encore plus large. Alors, Maria Susny, vous qui êtes romancière, donc vous êtes une créatrice bruxelloise en l'occurrence. Oui, et puis je me suis beaucoup occupée de culture en aussi plus. À un moment. Donc, quel est votre regard, vous, là-dessus, sur la culture à Bruxelles? Bon, alors évidemment, on sait bien que la culture à Bruxelles ne s'arrête pas à ce qui se passe dans nos musées, nos théâtres, nos salles de concert.
quoi qu'on puisse déplorer quand même le prix que coûte un ticket de musée et un concert. Je pense qu'il y a aussi tout cet aspect lié au folklore qui est énorme. Bon, il y a toute une histoire. Il y a le théâtre de Thônes, qui est un théâtre royal de marionnettes depuis 1830. Il y a l'Omegang. Il y a la Zinneke aussi. Il y a la Zinneke Parade. Il y a le Mébaum. Oui. Malin Tempis, bien sûr. Oui. Folklorissimo. Oui. Bon, il y a vraiment beaucoup de choses. Et il y a encore aussi une culture marolienne. Je pense par exemple au concours de la plus belle moustache. Il y a un ordre des moustachus. Et c'est très, très vivace. Alors, je vais me faire un petit autocritique comme si j'étais woke. Et je disais, oui, mais tu ne parles que des Blancs. Mais non, évidemment. Ce qui est intéressant aussi, c'est tout l'aspect cosmopolite de Bruxelles, ce qu'on appelle l'interculturel, le mélange, la mixité, ce que des différentes personnes de différentes origines ou nationalités sont appelées à faire, participer ou suivre. Et il y a la question dans la culture, il y a la question aussi de la langue. Et on parle, je crois, plus de 100 langues à Bruxelles. Et donc, je dis qu'il faut bien parler français comme il faut bien parler néerlandais, sans doute si on est néerlandophone ou bilingue, etc. Il faut bien parler sa langue, mais le français de Bruxelles est un peu comme un espéranto, où il sert de voie de communication. Ouais, de langue et ça, internationale, c'est très ouvert. Et contrairement à ce qui pourrait être blanc, c'est-à-dire tout ce qui est notre folklore bruxellois, je pense aussi qu'à cause de la zouance, à cause de l'humour, du clin d'œil, et à cause aussi de ces assises populaires, c'est très ouvert aussi, et donc l'un peut aller avec l'autre. Alors Karim Fadoul, la culture, elle est à tous les étages. Chez nous, elle est dans les communes, elle est à la COCOF, elle est à la fédération, et même au fédéral, avec le bicommunautaire, comme les musées ou la monnaie. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi simplifier tout ça, comme on disait au début? S'il faut simplifier, il faut d'abord demander l'avis des protagonistes du secteur. C'est eux qui sont capables de dire, voilà... des artistes et des artistes, des créateurs. aussi. Les usagers, mais ceux qui créent d'abord. Il faut d'abord entendre ce qu'ils ont à dire pour justement être plus efficaces et surtout bénéficier aussi de moyens pour pouvoir créer. Parce que c'est ça, en fait, la grosse difficulté. C'est que des idées, il y a, la créativité, il y a, mais il faut pouvoir concrétiser tout ça. Et ça, c'est le plus compliqué. Alors, je dirais, pour être très simple et très schématique, c'est qui donne le plus, qui fournit le plus, qui finance le plus. Et donc, peut-être qu'il faudra rationaliser pour faire en sorte que les moyens puissent être dégagés pour qu'on puisse créer, faire rayonner la culture bruxelloise, les acteurs de la culture bruxelloise dans le monde entier. Mais il y a l'argent, et l'argent, ça c'est très important aussi dans la création culturelle. Justement, Fadila Alanan, vu des postes que vous avez occupés, on a souvent dit à certains moments que Bruxelles était mieux dotée que la Wallonie, qu'il fallait rééquilibrer, qu'il y avait trop à Bruxelles, trop de lieux culturels. Est-ce c'est encore vrai ou est-ce juste de la jalousie? En fait, c'est vrai. Pas qu'il y a plus de moyens pour les Bruxellois et pour les acteurs bruxellois de manière générale, parce que je parle alors aussi de l'associatif. Mais c'est sûr que Bruxelles est une capitale. Ça veut dire que la plupart des associations d'envergure, elles ont un siège souvent social à Bruxelles. Donc du coup, quand on voit où vont les transferts, on se dit « Ah, mais Bruxelles a beaucoup trop ». Donc c'est vrai que moi, j'ai essuyé tous les plâtres avec ce genre de critique de la part des Wallons quand j'étais au gouvernement. Je faisais très attention d'ailleurs à ça. On avait des tableaux qui expliquaient bien que... parce que finalement, par exemple, l'Opéra de Liège reçoit quand même... une très très grosse somme, la plus grosse somme au niveau du budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On pourrait aussi dire Liège a trop. Et donc voilà, donc je veux dire, le débat peut pas se faire de cette façon. Et je crois qu'il faut pas faire du sous-régionalisme. Oui, et alors c'est vrai qu'il y a énormément d'institutions qui subventionnent la culture, que ce soit le fédéral, les fédérations, les communautés, puis les gouvernements. Maintenant, Bruxelles, avec la 6e réforme, a aussi toute sa compétence sur le biculturel. Et tant mieux finalement, parce que je crois que les acteurs culturels de manière générale, en fait, ils s'en foutent de savoir qui va... Tant qu'ils sont sûrs d'avoir des enveloppes, ils savent aller taper à toutes les portes utiles. Et ça, je pense justement, que... aller taper à 5 portes, c'est du temps perdu pour tout le monde. C'est vrai, mais alors ça veut dire qu'on centralise. Et si on centralise, le risque, c'est qu'on ne tienne pas compte des réalités. Vous avez Bruxelles, c'est une capitale internationale. Il faut tenir compte de cet élément. Il faut aussi tenir compte des zones qui sont dans des campagnes où il n'y a pas de mobilité, il n'y a pas d'accès possible, etc. Et là aussi, il faut mettre des moyens. Donc voilà. Mais les moyens que donne une commune ne sont pas les mêmes moyens que ceux donnés par une communauté, par une
justement, région. c'est parfois mieux adapté. Théo Segers, là-dessus, quelle est votre position? Il y a un enjeu aussi qui est très spécifique à Bruxelles, c'est qu'à peu près 80% des personnes qui ont le statut d'artiste en Belgique vivent à Bruxelles. Donc c'est énorme en fait. On a un pot de créateurs. Jamais. Jamais. Il n'y a jamais trop d'artistes. Il n'y a jamais trop de créateurs, il n'y a jamais trop de techniciens et techniciennes de la culture. Il n'y en a toujours pas assez. C'est ça. Mais ils sont plutôt l'enjeu, mais il faut bien reconnaître qu'il y a une forme de précarisation dans le secteur et qu'un des enjeux, les enjeux qui vont se dérouler dans les quelques années à venir, c'est d'assurer qu'un maximum de personnes qui sont dans des situations précaires comme créateurs et comme créatrices puissent pouvoir continuer à exercer leur art et à pouvoir exister de manière digne. Ça, c'est un enjeu politique progressiste sur lequel Madame Lalanne et moi, on travaille de manière très récurrente, notamment dans les parlements, pour s'assurer que enfin, on puisse entendre que, par exemple, à Bruxelles, il y a une manne encore trop importante d'artistes qui ont du talent, qui sont reconnus, qui sont professionnels, mais qui n'arrivent pas à vivre de leur art. Une chose qu'on a oublié, parce qu'on parle de culture, on parle d'enseignement, on parle de ça, on a oublié aussi de parler des sportifs. La communauté française, c'est aussi des sportifs. Et très souvent, par manque de moyens, ils sont obligés d'aller en Flandre, à côté, où effectivement, là, on les aide davantage. Et ça, c'est dommage. Je laisse la conclusion à Marianne Susny là-dessus. Je pense que c'est très bien de souligner le côté précaire dans lequel vivent beaucoup d'artistes. Alors oui, parfois, pour monter un projet, ou pour un film, peu importe, documentaire, il faut aller frapper à 5 portes, sinon on n'a pas les budgets qu'il faut. Alors oui, c'est une perte de temps. Et alors je pense à la Bruxelles a trop, Liège a trop, etc. Moi, je pense que personne n'a assez et que effectivement consulter les acteurs de terrain, etc., qu'est-ce qu'ils veulent, etc. Je pense que c'est quand même très formel. On les consulte et puis après, on fait avec ce qu'on a, c'est-à-dire avec pas assez, selon des choix qui ne sont pas toujours opportuns. On va passer aux têtes d'affiche. Je vais vous proposer à tous les deux une galerie de portraits de personnalités qui ont fait l'actualité. À vous de choisir celle ou celui qui vous inspire en bien ou en mal. Et on commence par Fadila Lalanne. Je vous propose le poète Pablo Neruda, décédé il y a 50 ans, juste après la chute de la démocratie chilienne. Mohamed Amoura, le petit prodige de l'Union, surnommé Speedy González, déjà 4 buts au compteur. Ariane de Lobkowicz, dernier transfert de défi au MR. Et une autre transfuge, Els Ampe, qui quitte l'Openvelde pour le MR également. Alors, il y a d'autres transfuges, notamment Scarbeck et tout ça, mais qui choisissez-vous parmi tous ceux-là? Pablo, Mohamed, Ariane ou Els? Mohamed, en fait. Je trouve que voilà, c'est une très belle énergie. Ça donne une émulation pour les jeunes. Et puis voilà, Mohamed positif. Il a un sourire. Et voilà, c'est un chouette petit gars. Donc c'est lui que je choisis. Très bien. Peut-être à vous deux une question sur ces transferts qui ont lieu un peu dans tous les sens. Il y a eu beaucoup de transferts de départ de la liste du bourgmestre à Scarbeck, qui a ses départs aussi entre Défi et le MR. Mathieu Segers. Moi, je suis trop jeune en politique pour comprendre ça, en fait. Je fais partie de l'écologie politique depuis que je suis né. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut changer de parti comme ça. Et il y en a même qui vont changer 2 ou 3 fois. Sincèrement, je ne comprends pas. Je pense que voilà, on défend des opinions et les opinions sont fortement incarnées par les idéologies des partis. Parfois, l'idéologie du parti peut ou la personne varier. peut changer d'idéologie, mais je vous avoue que je ne comprends pas. On peut être en désaccord sur l'un ou l'autre dossier. Ça peut. Mais quand on est en désaccord, on peut aussi s'entendre et essayer de faire évoluer la vision du parti. Ou partir. Voilà, ou quitter le parti ou quitter la politique aussi, si vous n'êtes pas d'accord. Et ne pas garder son siège, par exemple. Fadila Lalanne, vous, par rapport à ces transferts? Oui, je ne comprends pas non plus. En fait, je trouve que les gens n'ont pas toujours une colonne vertébrale politique. Ça me dérange un peu. Moi, je me dis, si je ne suis plus en adéquation avec mon parti actuel, je quitterai la politique. Point. Enfin, je veux dire, si vraiment c'est très grave, je partirai, mais je ne pense pas que j'aurais envie de faire du shopping. Il y a le départ d'Oscara, par exemple. Oui, mais je ne vais pas le commenter. Oui. Voilà, c'est un non-événement, mais voilà, je ne comprends pas, quoi. Je comprends pas. Alors, Mathieu Segers, je vous propose 4 autres personnes. Le pape François, qui veut un accueil digne pour les réfugiés et reste vent debout contre l'avortement. Théo Defourny, le gardien du REDM, qui a stoppé 2 pénaltys en un match. Miguel Declercq, homme de théâtre disparu cette semaine. Ou alors l'échevine de Saint-Josse, Dora Ilunga, dénoncée pour faire passer de la lingerie dans ses remboursements de frais. Alors, qui choisissez-vous? François, Théo, Miguel ou Dora? Mais donc, je suis unioniste de cœur et je suis artiste de cœur. Je ne peux pas ne pas parler de Miguel. C'est un véritable drame, en fait, pour l'ensemble du monde culturel. C'est une personne qui a disparu de manière très brutale, avec un réseau absolument formidable, en plus qui avait encore pris des paroles politiques et artistiques très fortes
récemment, et sincèrement, c'est l'ensemble du monde culturel qui est en deuil. C'est vraiment, c'est très brusque comme départ, c'est très direct, ça secoue tout le monde. On a une pensée pour sa compagne que les gens connaissent peut-être bien, Véronica Babardi, qui est une autrice absolument fantastique. Pour son frère aussi, Paul. C'est vraiment en fait une grande perte. Et je pense qu'on est tous là pour lui rendre le meilleur des hommages. Voilà, l'hommage lui est rendu. 5 infos de la semaine, laquelle vous a ravi ou vous a énervé. Et pourquoi? On commence par vous, Mathéo Segers. Il y a le drame au Haut-Karabakh, où des Arméniens doivent quitter l'Azerbaïdjan pour retourner en Arménie, la pétition Galerie Bortier pour garder les bouquinistes, 2 nouvelles écoles secondaires au Seria, la hausse des salaires des édiles, chefins et bourgmestres, et la fin de la grève des scénaristes d'Hollywood. Que choisissez-vous de commenter, Mathieu Segers? Je prends, ça me ravit de voir la pétition de la Galerie Bortier, parce que c'est une galerie qui est très peu connue, qui je pense, à juste titre, doit être protégé, et que le projet de ville peut éventuellement se repenser. Il y a là en fait un morceau d'âme de Bruxelles. Et je trouve que transformer ce morceau d'âme de Bruxelles, avec un projet Eureka un peu plus rayonnant, qui peut-être au niveau touristique va faire venir plus de gens, ça appelle quand même un tout petit peu à réflexion. Donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen de monter un autre projet? Et je trouve que la mobilisation autour de cette pétition est intéressante, nous permet de réfléchir à notre patrimoine, à notre ville, à ce qu'on veut. Et donc, je crois que le débat est arrivé, en fait. Et d'ailleurs, le Parlement va s'en saisir. Oui, mais ce qui est bizarre, c'est que c'est quand même une galerie qui se meurt. Et donc, elle est là sauvée par des gens qui n'y vont pas. On ne meurt jamais de ses souvenirs. Donc, il y a vraiment des belles choses, en fait, dans ces galeries qui ont existé. Je peux vous raconter une histoire personnelle dans cette galerie, avec un passage avec un ami où on cherchait... Vous êtes déjà venu avec votre livre? Oui, je suis bien venu avec votre souvenir. Souvenir. La galerie. Voilà, oui. Mais donc, en fait, je pense qu'il y a un attachement aussi à beaucoup de gens de cet endroit. Et donc, si on veut le redynamiser, pourquoi ne pas le redynamiser à partir de son âme? Pourquoi vouloir détruire son âme? Il y a moyen de trouver un projet. Et c'est à ça qu'on peut en appeler, en fait. Donc il y a moyen de trouver quelque chose de chouette. Donc vous pourrez vous installer pour vendre votre livre ou le dédicacer. Je les offre. Qui sait. Fadila Lanan, choisissez autre chose, un autre moi, thème. j'ai choisi les 2 nouvelles écoles sur le site du Seria. Ah ben vous l'aimez bien, ce campus du Seria. Hein? Oui, mais surtout que j'ai été à l'initiative de ce projet, donc comme quoi ça prend du temps en fait. Hein, c'était quand vous C'était à l'époque, c'était au gouvernement Kokov en fait, donc de 2014 à 2019. Et donc c'est là que nous avons lancé le projet, que j'ai obtenu les crédits de la Fédération Wallonie-Bruxelles et qu'aujourd'hui j'ai pu aller avec mes collègues couper le ruban. Ce qui est formidable, en fait, je trouve que voilà, quand on crée des écoles sur un territoire, ça donne, ça donne de l'espoir en fait. Hein. Et donc, en plus, ces écoles sont à pédagogie active, elles sont situées au bord du canal, c'est magnifique. Il y a un travail qui a été fait en termes environnementaux et écologiques. Enfin, je veux dire, vraiment, ce sont des bâtiments qui sont... beau, c'est magnifique. Et donc, voilà, je suis vraiment heureuse parce que pour les enfants, pour les jeunes, ça va être un moment formidable de pouvoir apprendre là. Est-ce que ça vous énerve pas que ça prend tant de temps pour que sorte de terre une école? Oui, parce qu'il y a des procédures et heureusement, on est dans un état de droit. Donc c'est vrai que c'est très frustrant, en tout cas pour les hommes et les femmes politiques. C'est toujours ce qu'on nous répond, on est dans un état de droit. Mais ça veut pas, état de droit, ça ne veut pas dire qu'on va lentement. Non, c'est pas qu'on va lentement, mais on a des procédures. Et ces procédures font que vous avez des recours possibles. Et on voit aujourd'hui de plus en plus en fait que les citoyens n'ont pas spécialement envie d'avoir des infrastructures à côté de chez eux. Parce que ça entraîne effectivement des inconvénients. Bon, je le vois dans mon quartier. Dans mon quartier, donc j'habite à la rue Walcourt, à Anderlecht, comme ça, tout le monde le sait. Et il y a un projet énormissime qui est en train de se créer et qui a l'initiative de la Vlaams Gemeenschap Commissie. Et ils vont créer une école, un centre sportif, du logement. Enfin, c'est un truc énorme. Mais je peux vous dire, en tout cas, que la plupart de mes voisins, ils étaient contre ce projet. Parce qu'ils disent, oui, mais ça va être vraiment difficile pour la mobilité, etc. Et donc, on voit bien, c'est vraiment le phénomène NIMBY. On ne veut pas qu'on ait des choses comme ça qui vont déranger notre quotidien, alors que, heureusement, on a besoin d'infrastructures. Mais malheureusement, c'est vrai, il y a des procédures. Et le problème, c'est que les recours sont très... Alors, une nouvelle rubrique, ils l'ont fait, ça s'appelle « Vous allez réagir sur des images fortes ou étonnantes » en une phrase, et si vous le voulez, hein, si ça ne vous intéresse pas, vous passez. D'abord, ces trottinettes qui, quand elles sont retournées, portent le message « Please help me, redressez-nous s'il vous plaît ». Quelque chose à dire sur les trottinettes couchées qui veulent se faire redresser? Mettez dans les endroits...
c'est pas possible. Rangez votre trottinette. Oui, c'est énervant, c'est vraiment énervant. Il y avait d'ailleurs une interpellation des habitants hier au conseil communal d'Anderlecht. Les gens sont vraiment furieux parce que c'est vrai que ce dont on ne se rend pas compte, c'est que pour les gens qui sont à mobilité réduite et nos parents, etc., les personnes qui ont des difficultés à se déplacer, les poussettes, c'est compliqué parce que c'est lourd à ramasser. Hein. Donc, allez, quoi, franchement, ça sonne. C'est le genre de truc qui m'énerve, moi. Alors, une deuxième photo où Halloween, qui en fin septembre est déjà présent dans les magasins. Donc, des vitrines pleines d'Halloween. On aura la Saint-Nicolas dans un mois, hein, déjà, qui va être là. Les œufs de Pâques bientôt aussi. Hein. Une chose à dire là-dessus? Oui, est-ce qu'on ne pourrait pas parler climat, plutôt? Vous savez, les préoccupations humaines. Dérèglement climatique, mais lutte contre la inventer des pauvreté. fêtes commerciales, peut-être que ça fonctionnera. Je pense sincèrement qu'effectivement, voilà, il y a une forme de marchandisation qui est parfois un peu triste ou nette. Troisième photo, c'est ce tract antisémite qui a été distribué à Louvain-la-Neuve. C'était le week-end dernier, je crois. Ça a fait beaucoup de bruit. On ne sait toujours pas qui est à l'origine de cela. On a vécu ça de manière assez surprenante. Moi, je trouve ça dégoûtant. Vraiment dégoûtant. Et qu'on puisse... je veux dire, c'est quelque chose... le racisme et l'antisémitisme, c'est pas une opinion, c'est un délit. Et je trouve vraiment... J'espère qu'on va attraper les gens qui font ça. Mais c'est vraiment... voilà, c'est écœurant, quoi. Voilà. C'est détestable. Et il faut le dénoncer. Et la classe politique le fait. On en a parlé au Parlement cette semaine. On continuera à le faire. On continuera à dénoncer. C'est non. Peut-être qu'on peut arrêter de mettre l'image. Marianne Susny, oui. Absolument dégoûtant, évidemment. Ce que je regrette, c'est que très vite, c'est relayé comme un tract raciste. Et pas antisémite, c'est ça que vous voulez dire. Oui. Ben voilà, c'est pour ça que moi j'ai précisé. Mais non, voilà. Oui, le racisme ou l'antisémitisme. Les deux adjectifs valent la peine d'être cités. Alors, on va passer à un autre thème, le palais du Midi, qui va bientôt être démembré pour laisser la place aux travaux du métro 3 vers le sud, c'est-à-dire vers Forêt et vers Uccle. Au Parlement, donc, on a voté un système qui permet d'accélérer le chantier et un accord a été trouvé entre la STIB et l'opérateur du chantier. Reportage au Parlement, c'était lundi. Michel Gaillère et Morgane Van Oubroek. Les ouvriers vont-ils repasser à la vitesse supérieure dans le chantier du métro sous le Palais du Midi? Le dossier est à l'arrêt depuis juin 2021. Alors le gouvernement lance une procédure spéciale et accélérée. Riverains et opposants se disent estomaqués. Une demande de permis prend entre 2 à 5 ans. Et donc ici, même la durée normale, ils veulent la diviser par 2. Donc c'est les pleins pouvoirs. C'est un véritable court-circuitage à la fois des procédures légales en place, mais surtout du débat public, politique qu'on pourrait enfin véritablement avoir sur ce projet de métro 3, mais surtout actuellement de démolition du Palais du Midi. Au Parlement, la secrétaire d'État assume le chantier coince depuis trop longtemps. Le relancer ne signifie pas que la concertation passe à la trappe. Pour le quartier, c'est essentiel qu'on va de l'avant. Et donc c'est pour ça qu'on fait cette ordonnance qui permet de s'exprimer sur le permis dans un délai plus vite. Mais ce qui est important, c'est que tous les droits et aussi le droit à la participation sont préservés. Donc les délais sont raccourcis, mais toutes les étapes légales nécessaires font encore partie de la procédure. Cette promesse va-t-elle suffire à faire taire les critiques nombreuses? Beaucoup de questions sont posées. La STIB estime qu'il n'y a pas d'autre solution que de procéder par l'intérieur du Palais du Midi, mais l'étude d'incidence va étudier cette option. On est ici parce qu'ils ont fait des erreurs, le gouvernement précédent comme celui-ci, des erreurs monumentales dans le tracé, dans la gestion du projet, dans le financement. On ne peut pas subitement, alors que le chantier est à l'arrêt depuis 2 ans, empêcher les habitants, empêcher les commerçants de participer à la démocratie. Le texte pourrait être soumis au vote final ce vendredi déjà. Des réunions de concertation sont programmées, notamment à propos des indemnisations dues aux commerçants. Donc évidemment, le timing, c'est qu'on discute de ça le lundi et puis on apprend le mardi qu'il y a déjà un accord entre la STIB et l'opérateur de chantier. Donc c'est une coïncidence sans doute heureuse. Mais je voudrais poser la question d'abord à Mathéo Seger sur ce démembrement. J'ai bien entendu Isabelle Potier, elle avait l'air de dire « Oui, mais c'est pas sûr qu'on va démembrer le palais du Midi ». Qu'est-ce qui va se passer avec ce palais du Midi? On le démembre ou pas? Non, d'abord, une chose, c'est un quartier vivant, diversifié, important. Il faut pouvoir entendre les gens qui y habitent, les commerçants qui y vivent, et c'était nécessaire de pouvoir reprendre les travaux. Ça, c'est la première chose, c'est la plus importante. Il y a un accord politique, d'ailleurs, pour dire ça. On veut pouvoir faire sortir un maximum de l'enlisement. Vous savez, quand on creuse, et qu'on voit que ça s'effondre, et qu'on arrête, à un moment donné, il faut qu'on puisse prendre une décision de savoir si on continue les travaux et comment est-ce qu'on consolide.
Sur la question qui est amenée ici par ma collègue Madame Potier, c'est, en fait, on a ouvert avec l'ordonnance que nous avons votée vendredi, on a ouvert l'opportunité de la concertation. Parce que ce n'est pas simplement que maintenir les murs du Palais du Midi, c'est aussi de réfléchir à comment est-ce qu'on va les reconstruire. Qu'est-ce qu'on va imaginer derrière? C'est pour l'avenir. C'est aussi pour l'avenir. C'est pour l'avenir, la participation citoyenne, maintenir en fait une discussion sur un bâtiment dont on sait qu'il y a des avis divergents, c'est essentiel, et ça nous apprend que pour plus tard, sur l'ensemble des chantiers du métro, il faudra une méthode de travail beaucoup plus ancrée sur les quartiers. Un peu comme Good Move, où on s'est rendu compte qu'il fallait peut-être davantage discuter avec les ça riverains. marche. Ça dépend des communes encore. Et ça marche. On verra, tout à fait. Fadila Lanan, vous avez été quand même reprise comme ça au smash par Laro, qui n'apprécie pas du tout que vous les attaquiez en disant qu'ils ne sont peut-être pas... C'est pas normal qu'ils s'intéressent au Palais du Midi après 50 ans seulement. Mais non, c'est pas ça la discussion. C'est simplement que dans mon intervention, j'exprime l'idée que j'ai été contactée, comme la plupart de mes collègues, par Laro, pour me proposer de ne pas voter le projet d'ordonnance déposé par la secrétaire d'État. Et donc, il précise dans ce mail qu'il demande le classement du Palais du Midi. Et bien sûr, ça m'étonne en fait qu'on dépose cette demande en juillet 2023, alors que le Palais du Midi ne date pas d'hier et que l'ARO est quand même créée, elle a été fondée en 69. Donc voilà, donc ça fait... Voilà, donc je trouvais que le patrimoine, sur le calendrier, oui, mais ça je ne remets pas en cause, je n'ai pas attaqué l'ARO, j'ai simplement dit que je trouvais étonnant l'idée qu'ils demandent le classement en juillet 23 alors que ce bâtiment existe depuis si longtemps. Donc si vous voulez avoir ma position, mais pas sur l'ARO parce que ça n'a pas d'importance, sur le Palais du Midi, je pense que c'était important effectivement que la secrétaire d'État arrive avec un texte qui permette de lancer la procédure du permis accéléré, parce que c'est clair, on ne sait pas si le permis va être donné. Donc c'est là-dessus que joue Madame Potier, parce que Madame Potier, en fait, il faut savoir qu'elle est contre le métro. C'est tout. Je veux dire, c'est juste une conviction, mais elle fait partie de la majorité. Donc c'est pour ça qu'elle s'est abstenue. Mais nous sommes pour le métro, parce que le métro, on sait que c'est quelque chose qui va aider Bruxelles à rayonner, ça va aider Bruxelles à se développer, ça va permettre d'accueillir les nafteurs dans les meilleures conditions, parce qu'on est aussi contre la pression automobile. Donc on veut que les gens puissent circuler. Alors pour le Palais du Midi, bien sûr, nous on a envie que ce permis soit examiné et qu'il soit donné s'il respecte les conditions, parce qu'en fait on pense aussi à qui? Aux habitants, aux commerçants, parce que la situation ne dure pas trop longtemps. Maintenant c'est à l'arrêt depuis 2 ans, vous imaginez pour les gens, et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on rebouche et qu'on dise voilà c'est fini, on recommence, on fait plus rien là-dessus? Ce n'est pas possible. Et donc pour moi le plus important c'est pas les façades, ce sont les gens en fait dans les quartiers, c'est ceux-là qu'il faut avoir le... Karim Fadoul et puis Mathéo Segal. Jean-Jacques, vous avez relevé des hasards de calendrier. Je vais en relever également un, parce que je trouve qu'il y a 20 ans, quasiment jour pour jour, on a inauguré la prolongation du métro à partir de Bizet jusqu'à Erasme, avec effectivement à Erasme un quartier qui s'est fortement développé. Donc vous avez déjà répondu en partie à la question que j'allais vous poser, à savoir que vous y croyez dur comme fer au métro, mais est-ce que le métro, c'est quoi qu'il en coûte, pour reprendre une formule célèbre? Mais rapidement, excusez-moi, mais honnêtement, la question va aussi pour vous, M. Segers. On sait, les coûts ont augmenté, c'est sûr qu'il va falloir... C'est un rapport de 1 à 4 et peut-être même plus. Effectivement. Mais vous savez, Bruxelles se développe. Bruxelles continue à accueillir des entreprises, des travailleurs qui viennent de Wallonie, de Flandre et d'ailleurs. Et Bruxelles doit aussi voir sa mobilité citoyenne, que ses étudiants, les gens qui vont travailler, puissent avoir accès à leur travail sans être coincés dans un tram bouché par quelques voitures. Voilà. Mathéo Segal, d'abord sur la question, est-ce que vous aussi vous croyez dur comme fer au métro 3? Alors, en lieu et place de Madame... deuxièmement, à quel prix? Pardon, en lieu et place de Madame Isabelle Potier qui n'est pas là. Oui, mais non, mais c'est pas être l'invité en l'occurrence. Que nous partageons. Voilà. La question de savoir si on fait un métro à Bruxelles pose aussi la question des moyens qu'on y met. Vous savez que le projet a été adopté en fin de mandature précédente. Les écologistes n'y étaient pas et nous avons demandé des garanties au moment où c'est arrivé. Les chantiers étaient lancés. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Que les chantiers coûtent de plus en plus cher. Mais jusqu'où est-ce qu'on va creuser en fait? Ici, on a décidé de reprendre la partie tronçon 1. Oui. Donc la partie, le fameux tunnel. L'espace en dessous du Palais du Midi, parce qu'il faut redynamiser le quartier, etc. et tout ça. Toutes les questions qui se posent en termes de est-ce qu'on veut un métro à Bruxelles se posent aussi sur la vitalité des quartiers. Comment est-ce qu'on y vit? Comment est-ce qu'on crée ce métro? Quels sont les impacts? Et tous ces impacts-là n'ont pas forcément été mesurés au départ. Donc c'est non alors. Mais est-ce que vous ne tenez pas à ce métro?
est-ce que vous êtes pour un métro qui a des conséquences dramatiques en termes de construction, qui va mettre 50 ans, ou est-ce que vous êtes pour un métro vite fait, facilement fait? C'est une question aussi technique. Mais qu'est-ce que vous choisissez des deux? Bien, entre les deux. Aujourd'hui, les écologistes font partie du gouvernement. On est dans une situation où il y a une station qui est en train effectivement de devoir être terminée. Vous soutenez la station, c'est ça. Vous soutenez la construction de la station. On ne va pas faire marche arrière. On ne va pas aller jusqu'à la gare du Nord. L'idée, c'est de poursuivre. L'idée, c'est de poursuivre. C'est ça le projet. En fait, ils sont contre, mais ils ne veulent pas le dire. Ils disent que ça coûte cher. Oui, c'est vrai que ça coûte cher. Et les prix, les montants ont augmenté. C'est vrai. Mais tout a augmenté. Et donc, moi, j'ai compris, si c'est une ils sont priorité pour politique. jusqu'à la fin de la législature. Non, moi, c'est ça que j'ai compris. C'est un petit peu facile, ça. C'est ce que vous avez dit. On est dans un gouvernement. Je vais reprendre. La question de la mobilité qui se pose sur Bruxelles se pose aussi en termes sociologiques. Et on ne peut pas simplement dire on est pour ou on est contre un métro. Il faut pouvoir dire qu'est-ce que impacte les chantiers. Est-ce que moi j'ai une vision sur les chantiers? Effectivement, on démontre aujourd'hui que il y a une série d'impacts qui n'ont pas été estimés. Puisqu'on se retrouve dans une situation, par exemple, où le palais s'écroule alors que personne n'avait imaginé qu'il pouvait s'écrouler. Tous les grands chantiers prennent du retard parce que souvent il arrive des surprises qui sont souvent des mauvaises surprises. Ça, tout le monde connaît, hein, les chantiers on en a retard. aussi le chantier du tram à Liège, je veux dire. Et est-ce qu'il faut l'arrêter? Non, parce que c'est structurant pour la ville de Liège. De la même manière que pour Bruxelles, ce métro est important. Bien sûr qu'il faut faire attention aux gens qui sont derrière et aux citoyens qui sont impactés, mais en même temps... Voilà, c'est une priorité pour nous. On a bien entendu que vous n'étiez pas exactement d'accord là-dessus. Merci de cette mise au point. Marianne Susny, je vous laisse la conclusion. Vous vouliez raconter une petite histoire. J'espère apaiser les choses et j'aimerais offrir 2 minutes de poésie. J'ai peut-être envie même d'écrire une nouvelle à ce sujet. Toots Thielemans nous a quittés en 2016. Et je peux imaginer qu'il est quelque part dans les cieux. C'est de la poésie, c'est pas de la foi. Il joue son harmonica, il siffle, mais on l'entend pas parce qu'il n'est plus avec nous. Et cette fameuse station qui pose problème va porter son nom. Il y a même un plan qui porte son nom. Et qu'est-ce que lui, bruxellaire, mais qui ne devait quand même pas être fou de bruxellisation, qu'est-ce qu'il pense de ça? Alors, et qu'est-ce qu'il pense de ce palais du Midi? Alors, ce palais du Midi a été créé par un architecte qui s'appelait Wijnand Janssens, qui est mort en 1913, alors que Toots est né en 1922. Donc, bien sûr, ils n'ont pas pu se connaître. Mais ce qui est intéressant par rapport à cet architecte, donc je ne vais pas faire toute l'histoire parce qu'on n'a pas le temps, c'est qu'il avait, entre autres, une fibre un peu sociale. Il est allé en Angleterre et il a découvert les bains publics. Et ça lui a paru quelque chose d'absolument merveilleux, ces bains publics, parce que ça offrait aux gens qui n'avaient pas les moyens, les possibilités de prendre des bains. Il est revenu en Belgique et il a créé des bains publics. Et le premier bain public qu'il a créé, c'est dans les Marolles, rue des Tanneurs, en 1854. Or, Toots Thielemans, qui est là-haut, qui n'a pas pu connaître cet architecte, son père, on peut très bien lui faire imaginer ou lui faire dire, a connu, le père de Toots était cafetier comme la maman dans les Marolles, et donc pendant que M. Janssens vient voir l'évolution de ces chantiers, il peut aller boire un coup dans le café des parents de Toots, ils peuvent devenir amis, ils peuvent aller eux au bain, etc. Et donc on peut imaginer écrire une histoire à partir de là et comment Toots vit cette histoire d'aujourd'hui avec les trop chers, pas trop chers, il faut y aller, tout ce dont on a débattu, comment il vit ça avec son harmonica qui écrit une partition qui s'envole en lettres et peut-être pas en notes dans les airs. Merci pour ce moment de poésie et je me demande si on en vient à voir ce que Toots pense de la station Toots, on pourrait demander à Annie Cordy ce qu'elle pense du tunnel. Voilà. Un peu. Alors je voulais parler, on va en parler rapidement quand même parce que je voulais parler de toxicomanie et de la prostitution. Il y a eu pas mal de règlement de compte en matière de toxicomanie dans nos communes ces dernières semaines. On a eu de grandes arrestations à Saint-Josse-Escarbeck en matière de traite des êtres humains. Ça concerne des prostituées, des jeunes prostituées guinéennes et ghanéennes. Donc, je voudrais un peu savoir, mais
pas spécialement au niveau sécuritaire, mais un peu vos options à l'un et à l'autre sur comment on peut arriver à prévenir cette plaie de notre société qui est cette hausse galopante de la toxicomanie, de plus en plus dangereuse, et aussi cette prostitution qui ne disparaît pas, qui existe toujours et qui est de plus en plus de la traite d'esclaves qu'autre chose. Matteo Segers, vraiment en quelques phrases. Mais donc sur la toxicomanie, je pense qu'il nous faut une approche santé. Il faut aussi prendre question en fait du mot. Où se situe le problème en fait? Pourquoi est-ce que les gens se droguent? On sait qu'il y a beaucoup de personnes sans abri en fait qui sont là et qu'il y a une escalade en fait liée à de nouveaux produits qui arrivent et il y a une nécessité à pouvoir s'occuper de ces personnes d'abord. Il y a aussi une question de décriminalisation en fait. Je ne dis pas des personnes qui trafiquent, mais je parle des personnes qui sont en possession de petites doses, etc. Consommateurs, oui. Les consommateurs. Cette question-là se pose, en fait. En fait, il faut une approche qui n'est pas une approche du Far West par rapport à ça, qui n'est pas l'approche de « on va tout rayer, on va tout… » Non. Il faut pouvoir attaquer la question sur la question de la prévention, sur aussi l'action de comprendre les mots, sur aussi le constater. C'est extrêmement important. Les Bruxellois et les Bruxelloises, aujourd'hui, le constatent tous les jours. Moi, quand je me promène avec mes enfants, c'est extrêmement dur. Mais on n'a pas ça demande un débat de société aussi. Trop souvent nié cela. Je crois qu'en tout cas, aujourd'hui, le monde politique en est conscient et travaille pour trouver des solutions. Mais ça passe par des questions de santé et ça passe aussi par des questions de réfléchir comment est-ce qu'on décriminalise cette question. Un exemple. Les salles de consommation qu'on a ouvertes, c'est une des réponses structurelles et on va ouvrir bientôt une maison beaucoup plus grande avec un port qui permet de prendre en charge les personnes toxicomanes. Donc ça ce sont des réponses. Est-ce qu'il y a d'autres solutions que vous envisagez côté socialiste? A raison et on partage les mêmes ambitions sur le côté sanitaire, prévention, même s'il est lié aussi à toutes les questions de sécurité. On sait que Bruxelles est aussi une plaque tournante, sachant aussi que le port d'Anvers est le port préféré des trafiquants. Donc je veux dire, il y a une porte d'entrée, il faut faire attention. C'est vrai qu'il y a des nouvelles drogues qui arrivent sur le territoire, dont celle qu'on appelle zombie et qui est assez horrible et qui coûte vraiment pas très cher. Donc ça fait vraiment très peur. Mais donc voilà, je pense que si on légalise le cannabis, si on continue à faire tester, par exemple, moi je me rappelle quand j'avais la prévention de la santé à la communauté française, eh bien on faisait les tests sur les festivals, par exemple. C'est important, hein. Alors les gens disent oui mais enfin c'est scandaleux, vous acceptez qu'on drogue. Non, ça permettait de contrôler. Contrôler ce que les jeunes prennent en fait. Voilà. Donc, merci à tous les deux. On passe à présent au coup de cœur. Karim, vous vouliez parler d'une exposition. Oui, Priva Livemont à la maison Autric à Schaerbeek. C'est dans le cadre de l'année Art Nouveau, donc Bruxelles année Art Nouveau. C'est jusqu'en janvier 2024. Qui est Priva Livemont? Oui, je conseille. Ça, c'est vraiment la grosse question. Je conseille à tout le monde, quand il se balade dans les rues de Bruxelles, de lever les yeux, je ne vais pas dire au ciel, mais en tout cas de regarder les façades des maisons, parce qu'il se peut que pas mal de ce graphite que l'on retrouve, vous voyez, ces décorations, là on voit des visages, des plantes, etc. C'est très coloré, c'est très beau. Exactement. La nature, l'Art Nouveau, enfin, l'Art Nouveau s'inspire de la nature et des fleurs. Et donc, très certainement qu'il y a l'un ou l'autre graphite que vous allez croiser, comme ça, qui est peut-être réalisé par Priva Livemont, qui était une sommité à l'époque avec Monsieur Cauchy, dont on connaît. Je pense la maison Cauchy à Etterbeek, rue des Francs, qui est splendide avec cette façade et ces muses qui sont. Là, c'est à la maison Autric, qui est très, très belle aussi. Horta. Maison Autric. Parfait. Vous, Marianne, vous vouliez parler finalement d'une journée qui a eu lieu, c'était jeudi. Hein, oui. Vous vouliez revenir là-dessus, sur le droit à l'IVG. Oui, mais je voudrais dire que je suis très heureuse d'habiter une maison dans le bas de Schaerbeek, où il y a un graphite de privatisme. Voilà. Mais parlons quand même de la mobilisation européenne. Le 28, c'était la journée mondiale de lutte pour le droit à l'avortement. Lutte, effectivement, droit. Et j'ai trouvé vraiment ces rassemblements formidables, et celui à Bruxelles, bien sûr aussi. Et il faut que ça avance. Et en tout cas, c'est une bataille terrible pour que ce droit ne recule pas. En Europe, comme aussi, pas seulement aux États-Unis ou dans des pays où on peut imaginer que ça recule. Alors moi, c'est un double coup de cœur pour 2 livres. Tout d'abord, les SNUL sont très connus, voilà, un ouvrage de référence et d'irrévérence, évidemment, consacré aux SNUL et qui fête leurs 33 ans. Puis à noter que c'est publié aux éditions de la CFC.
Hein voilà, donc de la cocoff. Voilà, hein, on parlait de la cocoff. Et ils adorent la cocoff, les SNUL. Et il y a plein de festivités SNUL hein, ces jours-ci. Oui, par exemple. Et le deuxième, c'est Inoubliable. C'est Fabien Toulmé, c'est aux éditions Dupuis. Alors c'est un magnifique album, Mathieu Zegers l'a lu, fait de portraits d'hommes et de femmes qui ont vécu l'inoubliable et le racontent en BD. C'est un peu comme des podcasts. Vous savez, le podcast Transfert, par exemple, mais transféré en BD. Je vous le recommande, c'est vraiment très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à nous conseiller pour ce week-end, Fadila Lalanne, peut-être Moi, j'ai acheté le livre de Jérôme Collin, Les Dragons, et qui parle de la santé mentale des jeunes. Et je pense que ça va être... voilà, demain, c'est ce que j'ai envie de faire, en fait. Très bien. Vous, Mathieu Segers, en quelques secondes? Moi, j'adore. Je retourne à Train World avec mes enfants. Ils adorent ça. Train World, ben, c'est pas loin de la Maison Trick. Alors, moi, je voudrais terminer en disant que cette émission était dédiée au collègue Claude Deras, qui a longtemps réveillé les Bruxellois et qui est décédé à un âge avancé, certes, mais quand même, c'était cette semaine. Merci à tous, invités experts. On se retrouve la semaine prochaine.